Bonjour à tous, je m'appelle Sam. Aujourd'hui, nous allons parler de la pilule empoisonnée. La pilule empoisonnée, en termes simples, est une stratégie défensive utilisée par le conseil d'administration d'une entreprise pour dissuader ou décourager les tentatives d'OPA hostiles. Généralement, elle consiste à émettre de nouvelles actions ou à offrir aux actionnaires existants des droits spéciaux qui s'activent lorsqu'un acquéreur potentiel achète une part importante du capital de la société. Cela rend la prise de contrôle plus coûteuse ou dilutive pour l'acheteur, empoisonnant ainsi son initiative. Au fil du temps, cette pratique a évolué, mais son objectif fondamental reste le même: protéger une entreprise d'un rachat non souhaité. Maintenant, partons pour un voyage dans le temps pour comprendre comment ce concept est né et pourquoi il reste pertinent aujourd'hui. Bien que l'expression pilule empoisonnée puisse sembler dramatique, comme un élément d'un conte médiéval, il s'agit en réalité d'une invention moderne, née dans le monde des fusions et acquisitions, M&A, un environnement à très forts enjeux. Pourtant, au fond, elle illustre quelque chose de familier: le désir de garder le contrôle dans des situations incertaines et concurrentielles. L'idée de la pilule empoisonnée a gagné en notoriété au début des années 1980. Un avocat d'affaires nommé Martin Lipton, qui exerçait à New York, s'est inquiété de la vague de prise de contrôle agressive qui déferlait alors sur le paysage économique. Des sociétés se faisaient racheter les unes après les autres par de plus gros acteurs qui se contentaient d'acquérir suffisamment d'actions pour en prendre le contrôle. Lipton et d'autres juristes cherchaient à concevoir une sorte de champ de force juridique, donnant au conseil d'administration le pouvoir de se défendre. Lipton proposa une nouvelle tactique. Si un acheteur acquérait un certain pourcentage du capital d'une entreprise, sans l'accord du conseil, les actionnaires existants recevraient soudainement le droit d'acheter des actions supplémentaires à prix réduit, inondant le marché de titres à moindre coût. Cette opération diluait ainsi la participation de l'acquéreur potentiel. C'est un peu comme s'il essayait de ramasser toutes les billes, mais que le terrain de jeu se retrouvait subitement couvert de nombreuses nouvelles billes. À ses débuts, la pilule empoisonnée était perçue comme une idée radicale et plutôt controversée. Certains analystes estimaient qu'elle conférait trop de pouvoir au conseil d'administration, empêchant les actionnaires de profiter d'une offre de rachat potentiellement intéressante. D'autres estimaient qu'elle était nécessaire pour protéger la vision à long terme d'une entreprise contre des raideurs. À court terme, des acquéreurs dont le principal objectif aurait pu être de revendre les actifs les plus précieux et d'abandonner ensuite la coquille vide. Au fil des années 1980, la justice américaine s'est penchée sur la légalité de cette stratégie. Les lois différaient selon les États, et plusieurs batailles juridiques ont opposé les conseils d'administration, souhaitant adopter des pilules empoisonnées, aux actionnaires activistes, qui jugeaient ces mesures contraires à leurs droits. Avec le temps, toutefois, le concept a mûri et s'est affirmé davantage. Dans les années 1990, les pilules empoisonnées étaient largement reconnues comme une forme de défense légitime pour les entreprises, même si certains continuaient de douter qu'elles servent réellement l'intérêt des actionnaires. Comme de nombreuses innovations majeures, en sciences, en droit ou en technologie, le parcours de la pilule empoisonnée n'a pas été linéaire. Chaque nouveau dossier juridique ou acquisition d'entreprise impliquant une pilule empoisonnée a apporté une dose supplémentaire de nuances quant à la manière dont les tribunaux et les entreprises l'interprétaient et l'appliquaient. Pensez à la construction d'un meuble. Chaque affaire a enfoncé un nouveau clou, ou remplacé un pied bancal, ou ajouté une couche de vernis protecteur, jusqu'à obtenir quelque chose de solide, mais orné de quelques bosses et éraflures accumulées au fil du temps. Il peut être amusant de rapprocher le principe d'une pilule empoisonnée de la vie quotidienne. Imaginons une vente de pâtisserie dans un quartier. Un riche client arrive et déclare vouloir acheter tous les cookies, cupcakes et brownies, puis augmenter leur prix pour tout le monde. Les organisateurs, inquiets à l'idée qu'une seule personne ne s'empare de toutes les gourmandises, mettent en place un plan. Si quelqu'un essaie d'acheter plus de la moitié des cookies, ils ouvriront immédiatement de nouvelles boîtes à un prix réduit pour tous les autres. Soudain, le contrôle que ce client espérait obtenir s'effondre, car il y a trop de cookies en circulation pour pouvoir monopoliser le marché. C'est, en substance, le principe de fonctionnement d'une pilule empoisonnée en finance d'entreprise.
Au moment où la pilule empoisonnée est devenue un outil standard dans l'arsenal défensif de nombreuses sociétés, plusieurs questions importantes sont apparues. L'une d'elles porte sur l'équilibre des pouvoirs entre le conseil d'administration et les actionnaires. La pilule empoisonnée donne assurément un avantage considérable au conseil d'administration pour décider de la suite d'une offre de rachat, ce qui a suscité un débat constant. Le conseil agit-il vraiment dans l'intérêt des actionnaires lorsqu'il déploie cette tactique? Ou ne cherche-t-il qu'à protéger sa propre position et ses revenus? Une autre question concerne la nature changeante du monde des affaires. La vie économique va vite, des secteurs émergent et s'éteignent, des technologies apparaissent, et ce qui semblait un géant inébranlable hier peut devenir obsolète demain. Face à ces mutations rapides, dans quelle mesure la pilule empoisonnée doit-elle être flexible? Certaines entreprises ont adopté des pilules chewable, littéralement mâchables, plus faciles à révoquer sous certaines conditions. D'autres ont fixé des seuils de déclenchement très bas, par exemple 10% de participation, par rapport aux versions initiales. Pour certains, cela va trop loin et freine des opérations bénéfiques, voire des innovations. Pour d'autres, c'est indispensable pour rester à la page face à des acquéreurs astucieux qui affinent sans cesse leurs méthodes. Faisons un bond jusqu'en 2022, lorsque le milliardaire Elon Musk s'est intéressé à Twitter. À ce moment-là, Twitter n'était pas une plateforme de médias sociaux comme les autres. C'était un espace mondial de conversation où l'actualité brûlante côtoyait les mèmes en temps réel. Musk, avec son flair pour les projets audacieux, décida d'acquérir une part importante des actions de Twitter. Rapidement, la rumeur courut qu'il visait un rachat total. Le conseil d'administration de Twitter, peu enclin à se laisser dominer par une seule personnalité, même très influente, décida d'utiliser une pilule empoisonnée. Cet exemple contemporain illustre bien la tactique. Twitter a en quelque sorte annoncé « Si vous franchissez le seuil d'actionnariat que nous jugeons excessif, nous émettrons davantage d'actions, ou nous accorderons des droits d'achat spéciaux aux actionnaires actuels, compliquant considérablement votre prise de contrôle. » Cette décision a provoqué une véritable frénésie médiatique. Certains ont salué la pilule empoisonnée, estimant que le conseil d'administration de Twitter ne faisait que préserver l'indépendance de la plateforme, à l'image de ces entreprises des années 1980, craignant le démantèlement de leur structure. D'autres ont critiqué la mesure, faisant valoir que si Musk était prêt à payer une prime pour les actions de Twitter, les actionnaires devaient pouvoir décider eux-mêmes d'accepter ou non l'offre. Parmi les utilisateurs, certains redoutaient qu'un seul milliardaire détienne les rênes d'un outil de communication si influent. D'autres, au contraire, se réjouissaient des promesses de Musk de renforcer la liberté d'expression sur la plateforme. Pendant un temps, le monde de la finance n'a parlé que de cela, remettant en lumière le rôle crucial et parfois controversé de la pilule empoisonnée, même plusieurs décennies après sa création. Fait intéressant, l'exemple Musk-Twitter souligne aussi un aspect plus large du débat sur la pilule empoisonnée, la dimension humaine des affaires. On se concentre souvent sur les éléments froids et analytiques, les arguments juridiques, les bilans financiers, les graphiques de cours boursiers. Mais derrière chaque action d'entreprise, il y a des personnes avec leurs visions, leurs craintes et leurs ambitions. Les membres du conseil d'administration de Twitter sont de vraies personnes, chargées de protéger ce qu'ils perçoivent comme la mission de l'entreprise. Musk est lui aussi un être humain, certes hors du commun, doté de milliards de dollars et d'un goût prononcé pour les projets impossibles. En négociant, en argumentant et en ripostant, ils ont écrit un nouveau chapitre de l'histoire des entreprises qui se défendent ou se réinventent face à un bouleversement potentiel. Et même après des décennies d'existence, la pilule empoisonnée suscite toujours la controverse. Et personne ne sait vraiment quelle forme elle prendra à l'avenir. Certains experts estiment que face à l'évolution du climat économique, en particulier dans la tech, où les actifs immatériels et la propriété intellectuelle priment sur les usines ou l'immobilier, la pilule empoisonnée devra aussi se transformer. D'autres pensent que le principe fondamental reste pertinent. En créant une situation où un acheteur non désiré est pénalisé s'il va trop loin, les entreprises peuvent préserver leur stratégie. Mais comme dans tout domaine où se mêlent droit, économie et comportement humain, l'histoire est sans fin. Il y aura toujours un nouveau rebondissement, une nouvelle contestation juridique
ou une nouvelle approche créative qui verra le jour lors de la prochaine confrontation d'entreprise. Si l'on jette un coup d'œil en arrière, on peut observer des parallèles entre la conception de la pilule empoisonnée et la façon dont l'humanité a réalisé certains de ses plus grands progrès scientifiques ou technologiques. C'est un mélange de nécessité et de créativité. Comme les peuples anciens protégeaient leurs maisons des envahisseurs, ou comme les chercheurs ont développé des vaccins pour contrer les virus, le monde de l'entreprise a inventé la pilule empoisonnée pour se protéger des OPA hostiles. Chaque domaine, la médecine, l'architecture ou la finance, a son propre langage et ses méthodes, mais les motivations de base sont étonnamment similaires. Assurer la survie, maintenir son autonomie et se développer selon ses propres conditions. Bien sûr, il existe un revers de la médaille. Certains considèrent que la pilule empoisonnée peut empêcher une saine concurrence ou faire obstacle à une fusion tout à fait justifiée qui avantagerait les investisseurs. À l'ère de la mondialisation, où les grandes entreprises exercent une énorme influence, déterminer précisément quand et comment recourir à une pilule empoisonnée constitue un défi permanent. Certains conseils d'administration l'adoptent de manière préventive, comme un extincteur qu'on garde sous l'évier, même si aucun feu n'est visible. D'autres n'y ont recours qu'en cas de tentative de rachat imminente, quand la sonnette d'alarme retentit déjà. La question de savoir s'il vaut mieux la considérer comme une mesure de prévention ou une défense de dernière minute alimente toujours les discussions parmi les stratèges d'entreprise et les experts juridiques. En fin de compte, la pilule empoisonnée est plus qu'une simple tactique commerciale. Elle offre un éclairage sur la façon dont le pouvoir s'exerce dans la vie des entreprises. Elle nous oblige à réfléchir à la question: qui contrôle vraiment une société? Le conseil d'administration? Les actionnaires? Les employés et les communautés qui dépendent de ces produits ou services? Lorsque Elon Musk s'est attaqué à Twitter, on a vu à quel point cette question est complexe. Elle touche à la liberté d'expression, à la place du discours public et au rôle des réseaux sociaux de nos jours. La pilule empoisonnée n'a été que le détonateur de débats plus vastes sur la gouvernance, l'autonomie et la responsabilité. S'il y a bien une conclusion à retenir, c'est que la pilule empoisonnée n'est pas près de disparaître. Tant qu'il y aura des acquéreurs ambitieux dans la jungle du monde des affaires et des conseils d'administration déterminés à défendre leur territoire, ce concept demeurera pertinent. Et même s'il repose sur des subtilités juridiques et financières, il met en scène quelque chose de profondément humain. La danse éternelle entre la liberté et le contrôle, entre l'ambition et la prudence. À l'image de notre exemple sur la cour de récréation et les billes, il nous rappelle que parfois, quand quelqu'un essaie d'en prendre trop, la collectivité peut et va riposter. La prochaine fois que vous entendrez parler d'un conseil d'administration adoptant une pilule empoisonnée, souvenez-vous de toute la richesse historique et juridique qui se cache derrière ce terme, avec son lot de drames judiciaires, de débats passionnés et de rêves bien réels. Ce n'est pas seulement une affaire d'action et de titres. C'est aussi tout ce que les êtres humains sont prêts à entreprendre pour forger leur avenir et protéger ce qu'ils ont construit. C'est tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine.